Alors, bien évidemment, aujourd'hui, je vais vous parler un peu en tant que l'un et l'autre, au fond, hein, c'est-à-dire en tant que canaliste observateur du monde syndical, mais aussi en tant que citoyen et adhérent de la CGT qui s'intéresse évidemment de près à l'avenir du syndicalisme, aux débats qui le traversent, ou qui devraient en tout cas, me semble-t-il, le traverser, notamment, bien sûr, vous le savez, dans la perspective du congrès confédéral qui s'annonce. Le thème qui a été annoncé, pourquoi ce thème-là? Alors, d'abord, je vais commencer par une petite introduction peut-être un peu sombre. Quand on regarde la dernière période, enfin la période récente, quand je dis récente en tant qu'historien, c'est les 50 dernières années, quel est le bilan qu'on peut faire? Le bilan qu'on peut faire, c'est 40 ans de réduction des droits sociaux. C'est 25 ans, voire un peu plus, d'échec du mouvement syndical dans ses mobilisations nationales. Il faut remonter à 95. Je mets un peu à part, et même très à part, le mouvement de 2006 contre le CPE, parce que c'est quand même avant tout une mobilisation d'étudiants, de lycéens, même s'ils sont encadrés par les organisations syndicales. Ça n'est pas prioritairement un mouvement qui est lancé par le monde du travail. Donc 25 ans d'échec au plan national. 50 ans, depuis 50 ans, au fond, il n'y a pas eu de mouvement offensif. Quand je dis mouvement offensif, c'est-à-dire de mouvements qui, au plan national toujours, se mobiliseraient pour des conquêtes sociales. On est de toute façon, depuis un demi-siècle, dans le champ syndical, dans des réactions qui sont systématiquement défensives face à des attaques subies de la part de l'ordre dominant économique, politique, auxquelles on essaie de répondre par des mobilisations qui, comme je le disais, ont tendance, aujourd'hui structurellement, à être mises en échec, ou en tout cas qui ont le plus grand mal à faire reculer les pouvoirs en place. Donc évidemment, il me semble que tout ça, ça pose question sur la manière dont le champ syndical peut penser la contre-offensive, peut comment dirais-je, au travers peut-être d'un moment introspectif, réfléchir à ces périodes-là, pourquoi on en est arrivé là, et comment renverser la vapeur du rapport de force. Moi, il me semble qu'une des raisons, alors il y en a d'autres évidemment, et comme je ne veux pas monopoliser votre journée de congrès, je ne veux pas toutes les évoquer, mais évidemment, il y a de multiples facteurs qui sont la raison, la cause de tout cela. Mais il me semble qu'il y en a un en particulier qui est l'état du rapport de force entre la problématique qui traverse toute l'histoire du rapport de l'ordre dominant au champ syndical d'un côté, et de l'autre, le rapport que le champ syndical lui-même entretient avec cet ordre dominant. Voilà, si vous voulez, toute l'histoire du syndicalisme, elle est à mon sens déterminée par ce choc-là. D'un côté, il y a l'ordre dominant économique et politique, dont l'objectif a toujours été, je dis bien toujours, aujourd'hui, comme c'était le cas il y a 2 siècles, a toujours été de neutraliser l'action syndicale. Et donc son questionnement à lui, c'est comment neutraliser cette action syndicale. Bon. C'est la raison pour laquelle je reviendrai sur effectivement le processus d'institutionnalisation, parce qu'il me semble que là aussi, c'est un outil qu'a cherché systématiquement à construire cet ordre dominant dans cette perspective de neutralisation du champ syndical. Et de l'autre côté, le champ syndical lui-même, qui, quand on relit les textes de nos prédécesseurs, qui a toujours été conscient de cet objectif de l'ordre dominant, qui a toujours compris, dès les origines de la CGT, puisque c'est la première des confédérations dans l'histoire, les pères fondateurs de cette CGT, si vous relisez leurs textes, à de multiples reprises, ils expliquent cela. Ils expliquent qu'ils ont bien compris qu'en effet, ils sont confrontés à des pouvoirs politiques et économiques qui cherchent par leur force d'attraction à faire d'eux des supplétifs, qui cherchent à les neutraliser,
Et la question qui se pose en permanence, ces pères fondateurs et, je l'espère, jusque à ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui, c'est comment précisément échapper à cela. Comment faire pour précisément que l'action syndicale ne se trouve pas neutralisée par ce que cet ordre dominant met en place, par les dispositifs qu'il met en place. Donc voilà, c'est vraiment ça qui traverse pour moi cette histoire du syndicalisme, et on peut la lire de cette façon-là, et de ce point de vue-là, il traverse plusieurs périodes. Quand je parle d'institutionnalisation, attention, il ne faut pas, comment dirais-je, on dit jeter le bébé avec l'eau du bain, hein, c'est ça je crois. Il faut distinguer ce qu'on appelle une institution. En sociologie, une institution, c'est une organisation qui se survit à elle-même, qui est pérenne, qui dure. Bon. Donc évidemment, je pense qu'on sera tous d'accord dans la salle pour considérer qu'il est souhaitable que le syndicalisme existe. Hein, et donc, en ce sens, il est souhaitable qu'il soit une institution. Par ailleurs, il y a d'autres structures qu'on appelle institutions dans le champ syndical. Par exemple, les activités sociales, c'est aussi des institutions. Enfin bref, il y a toute une série de dispositifs qui sont des institutions, et il est heureux qu'ils le soient. Moi, ce qui me paraît poser problème, c'est ce que j'appelle précisément le processus d'institutionnalisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le processus d'institutionnalisation, ça veut dire l'intégration des contre-pouvoirs aux injonctions de l'ordre dominant. Voilà, faire des contre-pouvoirs, finalement, des organisations qui, à un moment donné, ne contesteront plus l'état de la société telle qu'elle est, chercheront éventuellement à l'améliorer dans ce qu'elle a de pire, mais en tous les cas, ne proposeront plus de projets qui consisteraient à imaginer un monde sorti du capitalisme, pour dire les choses telles qu'elles sont. Alors, comment le syndicalisme a répondu à ça ? Et comment les pouvoirs politiques, économiques ont cherché à l'intégrer? C'est assez intéressant, je pense, de survoler rapidement les différentes manières dont chacun a manœuvré autour de ces problématiques. Il y a eu toute une période, dont on est d'ailleurs en partie aujourd'hui les héritiers, me semble-t-il, qui va de la Révolution française jusqu'à la fin du XIXe siècle, où l'ordre dominant considère que neutraliser le syndicalisme, neutraliser le militantisme ouvrier, consiste à le réprimer purement et simplement. Voilà, donc à l'interdire par la loi. Vous le savez peut-être, sous la Révolution française, il y a une grande loi qui s'appelle le Chapelier, qui interdit ce qu'on nomme à l'époque les coalitions. Alors ce qu'on appelle les coalitions à cette époque, c'est ce qu'on appelle nous aujourd'hui, mais les mots ne sont pas employés encore en ce sens à l'époque, ce qu'on appelle la grève et l'organisation ouvrière. Tout ça, c'est interdit, c'est réprimé. Bon. Avec d'ailleurs un discours qui est intéressant, qui pourrait ressembler à certains discours dont on entend aujourd'hui certains de nos hommes politiques se gargariser, parce que lorsque le Chapelier monte à la tribune de l'Assemblée, c'est en 1791, qu'est-ce qu'il dit pour justifier cette interdiction et pour justifier cette répression qui s'annonce? Il dit ceci: il ne doit rien y avoir entre l'État et le citoyen. Voilà, c'est sa logique. Et moi, il me semble que c'est une logique qui, celle-là, traverse elle aussi le temps. Souvenez-vous, vous vous souvenez peut-être lors de la campagne présidentielle de 2012, Sarkozy, le 1er mai, qui fait son meeting au Trocadéro, évidemment sciemment pour s'emparer lui aussi et perturber ce qui est une date classique de la culture syndicale, de la culture ouvrière. Il a un discours, alors je ne sais pas si vous vous en souvenez de ce discours du Trocadéro, mais j'avais l'impression d'entendre le Chapelier en 1791. Avec effectivement repris ce refrain selon lequel les organisations syndicales n'ont pas à se mêler des affaires de l'État, de l'ordre dominant. Vous prenez Macron, qu'est-ce qu'il dit Macron? Il dit les syndicats, ils négocient dans les entreprises, mais qu'ils ne viennent pas chercher à s'immiscer sur le terrain qui est celui du pouvoir de l'État. Et on l'a vu lors de son quinquennat, il a systématiquement snobé les organisations syndicales. Alors peut-être qu'il le fera un peu moins cette fois-ci, compte tenu des résultats que l'on sait des élections politiques, mais j'en suis pas du tout persuadé. Bon. Mais bref, on est toujours marqué aujourd'hui par cette culture politique, cette culture des élites politiques qui consiste, au fond, à
avoir le plus grand mal à accepter que les organisations syndicales puissent être autre chose, et je reviendrai sur ces notions-là, puissent être autre chose qu'un corps intermédiaire, c'est-à-dire des structures. Quand je dis corps intermédiaire, c'est pas la même chose qu'un contre-pouvoir. Un corps intermédiaire, c'est une structure qui est là pour suppléer et pour subvenir aux besoins que définit le pouvoir politique ou le pouvoir économique. C'est ça un corps intermédiaire. C'est pas un instrument de contestation, un corps intermédiaire. Un contre-pouvoir, c'en est un. Bon. Or, comme je le disais, l'objectif permanent des pouvoirs a toujours été, là aussi, dès lors qu'ils ont accepté le fait syndical, de faire de lui un corps intermédiaire et certainement pas un contre-pouvoir en capacité de contester les décisions structurelles qu'il peut prendre. Après cette période, et on le voit tout de suite, après cette période que j'évoquais d'interdiction, de répression, qui va de 1791 jusqu'à la loi de 1884, s'ouvre une autre période plus intéressante à mon sens, parce que c'est là qu'est lancé vraiment pleinement le processus d'institutionnalisation. Vous la connaissez, je pense, cette loi de 1884, c'est celle qui légalise l'existence des syndicats. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas avant, il y avait déjà des chambres syndicales qui étaient tolérées, mais bon, qui étaient tout le temps soumises quand même à la possibilité de se voir dissoutes et interdites par l'État. Bon, là, cette fois, ça devient un fait légal. Voilà. Mais quand on regarde, quand on relit les débats qui accompagnent la construction de cette loi, on est frappé, et j'en ai fait un livre entier de ces débats, on est frappé par ce que disent les politiques de l'époque. Et moi, là aussi, ce qui me frappe, c'est qu'on pourrait parfaitement remettre leurs paroles dans la bouche d'un certain nombre de nos élus d'aujourd'hui. Que disent-ils? Ils disent ceci. D'abord, les plus convaincus, on va autoriser les syndicats, dit Jules Ferry, qui à l'époque est le président du Conseil, donc Premier ministre, si vous voulez. Oui, il faut autoriser les syndicats parce que vous allez voir, les syndicats, ça va être des éléments de tempérance. Ils vont tempérer les colères sociales. Voilà. Donc il vaut mieux les autoriser que avoir des militants comme ça qui seraient cachés en quelque sorte, qui ne pourraient pas agir au grand jour et qui nous menaceraient finalement davantage que si on les autorisait et si on parvenait à faire d'eux des alliés au fond. Voilà. Et pensant, dit-il, vous verrez, ceux qui vont organiser ces syndicats, ce seront les meilleurs d'entre les ouvriers, les plus raisonnables, et vous allez voir, ils vont leur faire comprendre à quel point, ça c'est marrant aussi d'ailleurs, parce que c'est un discours récurrent, à quel point c'est compliqué les questions économiques, gérer l'avenir d'un pays, d'une société, d'une entreprise, tout ça c'est très très compliqué, donc ils vont réussir à l'expliquer aux ouvriers, et en l'expliquant aux ouvriers, ils vont nous permettre finalement de les calmer en quelque sorte, parce qu'on a une époque où les grèves sont en train de se multiplier à une vitesse extrêmement rapide, donc il faut arriver à trouver un moyen de tempérer tout cela. Bon, ça c'est un premier élément. Il y a un autre élément qui apparaît, que je trouve fort intéressant, qui est de dire, vous allez voir, si les syndicats sont légalisés, on va pouvoir faire d'eux des instruments. Alors j'utilise un terme qui n'est pas d'époque, mais je l'utilise sciemment parce que certains syndicalistes aujourd'hui le répètent à l'envi, et je pense à l'un d'entre eux en particulier. On va pouvoir faire d'eux des instruments de co-construction de la loi. C'est déjà dit, et on a des ministres qui viennent dans les commissions parlementaires pour expliquer, mais oui, mais moi j'ai déjà, pour préparer des lois, j'ai déjà auditionné des chambres syndicales, c'était très intéressant, ils m'ont apporté des idées très intéressantes, vous verrez, légalisez-les parce que ça va nous permettre d'installer, d'institutionnaliser ces pratiques. C'est la loi Larcher de 2007. On consulte, et puis après on fait la loi. Bon. Et c'est déjà vrai en 1884. Puis un troisième élément qui est toujours vrai aussi, c'est, et alors là pour moi il est central, et il est dans les problématiques d'aujourd'hui, faire en sorte que les organisations syndicales, à aucun moment, ne cherchent à s'occuper de politique. Il ne faut pas qu'elles fassent de politique. Ça, c'est une des principales réticences des élus qui doutent sur la nécessité de légaliser les syndicats. Ils ont peur qu'ils fassent de la politique. Et les débats sont passionnants, notamment au Sénat, parce que déjà à l'époque, le Sénat, c'est en général les plus conservateurs des conservateurs. Et il y a des heures et des journées de débat
où ils se battent sur l'adjonction d'un adverbe dans l'article 3 de la loi. L'article 3 de la loi de 1884 dit les chambres syndicales défendent les intérêts professionnels, etc. Bon. Et question strictement de leur profession et pas autre chose. Sauf qu'à l'époque, ils ont un petit problème, c'est la réponse des syndicats à cela, parce que je le disais, c'est toujours une dialectique entre les objectifs de l'ordre dominant d'un côté et la réponse que va donner le syndicalisme à cela. La réponse qu'il donne lorsque naît la CGT et que se construit la culture syndicale dominante en France pendant très longtemps, c'est ce qu'on a appelé le syndicalisme révolutionnaire. La CGT de 1895, elle se fabrique autour de cette culture-là, dont, vous le savez, le texte qui en synthétise les options, c'est la Charte d'Amiens. Voilà. C'est-à-dire un syndicalisme qui dit, mais on est un contre-pouvoir, hein, on est même une contre-société, on se conçoit comme tel. Notre objectif, c'est bien sûr d'obtenir des améliorations au quotidien de la situation des travailleurs, mais c'est aussi d'imaginer un projet politique, de faire de la politique. Et s'ils font de la politique, c'est très intéressant dans de multiples textes chez eux, c'est parce que, bien sûr, ils veulent renverser le capitalisme, disent-ils, mais c'est aussi, insiste-t-il là-dessus, parce que si on fait de la politique, ça veut dire si on a un projet, si on pratique de l'utopie, l'utopie c'est un très beau mot, hein, c'est pas un truc de doudingue, si on pratique de l'utopie, si on formule un projet politique, ça sera la meilleure manière de résister à l'institutionnalisation vers laquelle l'ordre dominant veut nous conduire. Parce que la seule façon d'échapper aux objectifs qui sont les siens, eh bien, c'est tout simplement de proposer un projet, de proposer une vision de l'avenir qui soit une vision alternative. Et l'instrument que le syndicalisme possède, disent-ils, pour résister à cette assignation à résidence professionnelle qui ferait des syndicats des corps intermédiaires plutôt que des contre-pouvoirs, c'est précisément d'offrir une perspective et de ne pas en rester à la seule revendication quotidienne. Donc, en somme, de faire de la politique. Ce modèle-là, c'est le modèle qui, alors selon diverses modalités, c'est le modèle qui va dominer les conceptions du syndicalisme français, je dirais jusqu'aux années 70. Et même ceux qui, à l'époque, c'est-à-dire celle de l'après-guerre, même ceux qui ne sont pas d'accord avec ce modèle-là, il y en a bien sûr. Dès 1919 se crée la CFTC, qui n'est pas du tout sur cette culture-là. Mais même ceux qui ne sont pas sur cette culture et qui la contestent, le font en se positionnant par rapport à elle. C'est-à-dire que le modèle syndicat dominant va rester jusqu'aux années 70 celui de la CGT. Quel est ce modèle-là? Ce modèle de la CGT? Il est très simple à résumer. Faire de la politique, bien sûr. Alors, comme je le disais, selon des modalités diverses. Avant 14, c'était la prétention du syndicalisme de faire de la politique tout seul, en quelque sorte, et de renverser tout seul le capitalisme et d'organiser tout seul la société du lendemain. Après, il y a eu des versions dans l'entre-deux-guerres et dans la période de l'après-guerre, des versions qui consistaient à rechercher l'association avec un ou des partis politiques pour mener à bien cette perspective. Hein, ce que certains collègues appellent, par exemple, pour la CGT, l'écosystème PCF-CGT, hein, alors qu'on peut critiquer, mais on pourrait y revenir, qui a eu aussi ses vertus, parce que la menace, comprenez, l'ordre dominant, il a une peur permanente, c'est d'être pris en tenaille. C'est d'être pris en tenaille d'un côté par le champ social mobilisé, et de l'autre par le prolongement politique de cette mobilisation sociale. Et ça, c'est cette menace qui, en France, ça a toujours été ce schéma-là qui, dans notre pays, qu'on le veuille ou non, c'est toujours ce schéma-là qui a permis de garantir les conquêtes sociales les plus éminentes. Lorsqu'il y a eu une situation où le mouvement syndical est parvenu à mobiliser puissamment, sans s'interdire d'articuler ces mobilisations avec la question politique, d'une manière ou d'une autre, et qu'en articulant
avec succès cette mobilisation sociale et le champ politique, il est parvenu à menacer l'ordre dominant et à le faire reculer. C'est ce qui s'est passé en 1936. C'est ce qui s'est passé en 68. Souvenez-vous, 68, qu'est-ce que c'est? C'est 10 millions de grévistes, plus de 2 millions d'adhérents à la CGT et un parti communiste à 20%. C'est ça, 68. Ben, quand vous avez ça, là, vous avez effectivement un ordre dominant qui tremble. Et Piketty le montre, d'ailleurs, c'est très intéressant. Quel est, dans la période de l'après-seconde guerre jusqu'à nos jours, quel est le moment où le partage des richesses entre le capital et le travail a été le moins inégalitaire? C'est dans la période 68-83. Il le montre de manière très précise. Et effectivement, cette grande peur de 68, par cette synthèse entre la menace sociale et la menace politique, a conduit cet ordre dominant à devoir accepter de remettre en question le partage des richesses. Et pendant 15 ans, il y a eu tout un processus qui a permis de mieux les répartir, jusqu'à ce fameux tournant de la rigueur que chacun connaît de 1983. Et puis le modèle CGT, c'est au quotidien, c'est la modalité d'action suivante: maximisation des revendications. Si on veut, je sais pas moi, 5% d'augmentation, on va demander 10. Petit 2, rapport de force. Petit 3, négociation. Si celui à qui est adressé le rapport de force se sent obligé de négocier. Et petit 4, si des progrès sont obtenus, ils sont actés par un accord collectif. Voilà. C'est le modèle CGT, de l'action quotidienne. Et comme je le disais, ce modèle-là domine jusqu'aux années 70. Jusqu'aux années 70, parce que dès ce moment-là, et alors là, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer en détail, je l'ai écrit dans des publications, à partir des années 80, mais il est pensé dès les années 50-60, se met en place un dispositif qu'on peut résumer sous ce vocable que chacun d'entre vous connaît, puisqu'on nous en rebat les oreilles en permanence: dialogue social. Voilà. Alors j'en profite d'ailleurs pour dire que l'expression dialogue social n'est pas une expression construite par la culture syndicale, et encore moins par la culture syndicale CGT. Ce qui est de la culture syndicale, c'est la démocratie sociale, mais attention, pas entendue telle qu'aujourd'hui on la définit le plus souvent. Le plus souvent aujourd'hui, de la part dans le vocabulaire dominant, quand on dit démocratie sociale, c'est un peu synonyme de dialogue social. C'est un peu les deux pièces d'une même médaille. Dans la conception syndicale, dans la conception de l'histoire du mouvement ouvrier, la démocratie sociale veut dire la construction d'un contre-pouvoir ouvrier. C'est ça la démocratie sociale. Ça n'a rien à voir avec le dialogue social. Culturellement, la manière dont le mouvement ouvrier a construit la notion de démocratie sociale consistait à faire en sorte, il y a des exemples comme par exemple le programme du CNR, au sortir de la guerre, faire en sorte que le mouvement ouvrier dispose de moyens qui lui permettent de contredire l'ordre dominant. C'est ça la notion culturellement de démocratie sociale que construit le mouvement ouvrier. Elle change cette notion de contenu dès lors que lui est adjointe la notion de dialogue social. C'est intéressant à observer parce que c'est chronologiquement très précis. Et au début des années 80, se met en place ce projet qui a été pensé bien en amont, consistant à neutraliser, à mon sens, à neutraliser le champ syndical en construisant des dispositifs dits de dialogue social. Avec comme objectif, c'est simple, quel est l'objectif de ceux qui construisent cela? Leur constat est de dire: la France, c'est un pays où il y a la lutte des classes, c'est pas possible de continuer comme ça. La lutte des classes, c'est pas moderne. Je dis ça parce que cette nébuleuse qui va penser ça, ils se qualifiaient eux-mêmes de modernistes. Donc c'est pas moderne la lutte des classes.
Le modèle CGT qui repose sur précisément la lutte des classes, c'est pas moderne, c'est archaïque, c'est vieillot. Il faut une société dans laquelle s'instaure entre... Alors c'est marrant parce que la première moitié des années 80, on voit apparaître tout un vocabulaire qui n'existait pas avant, les partenaires sociaux. Syndicats, patronat, État doivent être non pas des adversaires, mais des partenaires. Donc dans la première moitié des années 80, vous avez tout un vocabulaire comme ça qui s'enrichit. Dialogue social, partenaires sociaux, consultation, concertation. On voit monter en puissance l'usage de ce vocabulaire-là, qui consiste par conséquent à contourner l'idée de lutte de classe et, incidemment, en contournant cette idée-là, à déconstruire le modèle CGT qui, au début des années 80, reste encore le modèle dominant à la fois en tant que syndicalisme et dominant par rapport au fait que les autres se positionnent par rapport à lui. Bon. Et on a à partir de là toute une salve de lois qui vont toutes dans le même sens. Ça commence le 13 novembre 1982 par la loi Auroux, que vous connaissez sans doute, la loi Auroux du 13 novembre 1982 qui crée l'obligation de négocier dans les entreprises. Sauf que quel est le moyen que décide d'utiliser Auroux pour dynamiser les processus de négociation collective dans les entreprises? C'est d'introduire la possibilité, pour la première ou quasiment la première fois dans le droit français, d'introduire la possibilité de signer des accords dits dérogatoires, c'est-à-dire des accords qui contiennent des clauses, pour dire les choses simplement et à mon avis telles qu'elles sont, des clauses de régression sociale. Voilà. L'idée étant, oui, ben, ça va marcher parce que d'un côté, ben, les salariés ils vont faire des concessions, ils vont devoir abandonner un certain nombre de droits qui sont les leurs, mais de l'autre aussi, le patronat, il va donner autre chose en échange. Vous voyez ? Bon, sauf qu'il y a quand même un petit problème quand on fait le bilan de 40 ans de processus, et je pense qu'on pourra tous en convenir, ce qu'ont donné les uns est largement supérieur à ce qu'ont bien voulu concéder les autres. Bon. Par ailleurs, quel intérêt d'avoir ce type d'accord, sachant que avant 1982, le droit français reposait purement et simplement, et depuis 1936, sur ce qu'on appelait la hiérarchie des normes, le principe de faveur, traduit plus simplement dans le droit comme étant, on appelle ça, l'ordre public social. Voilà, la France, le droit du travail en France, reposait sur l'ordre public social, c'est-à-dire qu'un accord de niveau inférieur ne pouvait pas être moins bon que l'accord de niveau supérieur, qui lui-même ne pouvait pas être moins bon que la loi. Voilà, si accord il y avait, bah, soit il disait la même chose, soit il disait mieux, mais il disait pas moins bien. Voilà, l'accord dérogatoire permet de dire moins bien. Et dans le cadre d'un panorama où le rapport de force, parce que 82 a commencé la phase de ce qu'on appelle la désyndicalisation, la phase aussi d'affaiblissement d'organisations politiques les plus réputées les plus proches du syndicalisme, du monde du travail. Donc tout ça se fait dans ce contexte-là. Et donc quand vous avez ce type de dispositif qui se produit dans ce type de contexte, ben, le résultat, il est d'évidence un déséquilibre au détriment des travailleurs. Et tout ça va continuer, parce que cette loi de 82, elle n'est au fond que la matrice de toute une série de lois qui vont jusqu'aux ordonnances travail de 2017, les fameuses ordonnances Macron. 2004, la loi Fillon, 2007, la loi Larcher, 2016, la loi El Khomri, 2017, les ordonnances Macron, tout ça va systématiquement dans le même sens. À savoir, le plus souvent, alors jusqu'aux ordonnances Macron de 2017, mais le plus souvent, étoffer les dispositifs dits de dialogue social, faire en sorte que le syndicalisme se vive lui-même comme un instrument de co-construction, pour reprendre le terme de tout à l'heure, et de moins en moins comme un élément du rapport de force entre le capital et le travail. Alors je dis jusqu'aux ordonnances Macron parce que il me semble que peut-être son imaginaire faisant qu'il estime les organisations syndicales suffisamment affaiblies ou domestiquées,
que peut-être il est même possible de réduire leurs moyens au travers des CSE. Bon, parce que, de fait, le résultat de ces CSE, alors d'ailleurs j'aime bien la dénomination, elle est très dialogue social, conseil social et économique. Vous êtes des conseillers sociaux et économiques. C'est intéressant. Hein, un représentant du monde du travail, est-ce qu'il est un conseiller de l'entreprise? Ça interroge. Bon, et tout ça se produit par ailleurs sur ce que j'appelle le recentrage des syndicalismes. C'est-à-dire, ce qu'on appelle le recentrage, vous avez peut-être déjà entendu ce terme, c'est un terme qui à l'origine est utilisé pour désigner le changement de perspective qu'opère la CFDT en 1977, changement de perspective qui consiste à dire on ne cherche plus d'alternative au monde tel qu'il est, on s'inscrit dans la perspective du monde tel qu'il est et on va essayer éventuellement de l'aménager. Voilà. Bon. C'est ça le recentrage de la CFDT. Mais à mon sens, c'est pour ça que je mets aujourd'hui le mot recentrage au pluriel, c'est qu'il me semble que ce processus a gagné progressivement la majeure partie des confédérations, jusqu'à mon sens, la CGT elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ce recentrage? Ça veut dire, alors avec des modalités diverses, avec des sensibilités variables, avec des degrés d'intégration plus ou moins poussés, ça veut dire, en substance, que le champ syndical recentré considère que son rôle n'est pas de projeter un changement de société, d'imaginer un projet politique qui ferait sortir le pays du capitalisme, qu'il est plutôt de s'inscrire dans des processus de négociation collective, d'aménager le réel, c'est-à-dire au fond, vous savez, avec la charte d'Amiens, on parle de double besogne. Bah, au fond, un syndicalisme qui n'a plus qu'une seule besogne, celle du quotidien, mais qui ne pense plus l'autre besogne, c'est-à-dire celle qui consiste à penser un projet politique, à concevoir le syndicalisme comme un instrument qui peut participer au changement en profondeur de la société et qui n'accepte pas de s'inscrire dans les injonctions de l'ordre dominant, qui n'accepte pas d'être inscrit et d'être assimilé ou assigné à résidence professionnelle. Alors, pour des raisons qui s'expliquent, que l'on connaît, je le disais, avec des chronologies différentes, l'ensemble des organisations syndicales, à mon sens, se dirigent dans cette perspective avec plus ou moins de réticence. On le sait, à la CGT, des débats autour de ce que doit être le syndicalisme de la CGT, il y en a, et il me semble qu'il y en aura sans doute lors du prochain congrès confédéral. Mais il me semble que c'est important parce que la manière dont on se positionne par rapport à cette question de l'institutionnalisation et la manière dont on tranche cette question, c'est ce qui détermine la forme de syndicalisme que l'on a et que l'on veut, tout simplement. Parce que si on accepte de s'inscrire dans cette perspective de neutralisation conçue par l'ordre dominant via l'institutionnalisation, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un syndicalisme dépolitisé, donc à mon sens largement désarmé, qui propose ensuite deux versions de modalités d'action, mais qui, à mon avis, aboutissent au même résultat, en tout cas au plan national, soit un syndicalisme qui assume pleinement le partenariat social, qui est ce que j'appelle un syndicalisme de lobbying, qui est incarné, on le sait, par la CFDT, qui est un syndicalisme de lobbying, c'est-à-dire qu'il a des pratiques qui sont celles d'un lobby, c'est-à-dire qui consiste à chercher en amont d'une loi, un peu comme un lobby, par des relations interpersonnelles, parfois par une forme de diplomatie secrète, d'agir sur la rédaction de la loi, éventuellement lorsque celle-ci passe au Parlement, de proposer des amendements clés en main, etc. Bref, un lobby. Mais un lobby qui, quand il est en échec, ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus quoi faire. Et moi, ça m'avait fait marrer, en 2017, au moment des ordonnances Macron, souvenez-vous, il annonce le 31 août 2017
le contenu que va renfermer ces ordonnances. Et Berger est interrogé une page entière d'interviews dans Le Monde. Et c'était intéressant parce que la première question que lui pose le journaliste, c'est alors qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'a dit le gouvernement avec ces ordonnances Macron? Il répond ceci, texto, hein, c'est un rendez-vous manqué du dialogue social. Question suivante. Donc, si vous dites ça, alors vous allez donc participer aux mobilisations contre les ordonnances Macron? Réponse, non. Voilà, et ça s'appelle le syndicalisme de lobbying. C'est-à-dire dès lors que, en tant que lobby, il a échoué dans son action de lobbying, dans la mesure où il a désappris au fond et dont il ne veut plus, hein, par ailleurs, Laurent Berger on l'a appris lors du mouvement sur la question des retraites agoraphobe, hein, puisque dès lors qu'il se retrouve au milieu d'une manifestation, il est obligé d'être extrait très vite, parce que, paraît-il, il a peur de la foule, ce qui est quand même singulier pour un secrétaire général d'organisation syndicale. Mais en tous les cas, il n'a rien d'autre à proposer. Voilà. Donc le problème du syndicalisme de partenariat social, c'est qu'il n'existe pas tout bonnement sans partenaire. Voilà. Donc il est neutralisable à l'envi. Si vous avez envie de le neutraliser, vous n'accédez pas à sa demande de co-construction. Et il est neutralisé, puisque de toute façon, il ne sait pas quoi faire d'autre. Mais il y a une deuxième version, qui à mon avis pose problème aussi. La deuxième version, c'est celle du syndicalisme qui s'auto-qualifie de transformation sociale. Alors je le disais hier soir, je vois au moins une personne qui était là, hein, et je le répète parce que je pense que c'est pas anodin. Il me semble qu'il faut trouver, pour définir le syndicalisme de la CGT, une autre expression que transformation sociale. Pour moi, au moins pour deux raisons. Transformation sociale, ça veut dire et rien, ça veut tout dire et rien dire. Laquelle? Transformation sociale, le capitalisme, ou même la CFDT lorsqu'elle signe un accord comme ceux qu'elle a signés sur l'allongement de la durée de cotisation pour accéder à une retraite, elle pense qu'elle a transformé la société. Macron, il pense même qu'il fait la révolution. Hein, il pense qu'il transforme la société. Et puis, relisez, c'est pour ça que je le disais hier soir, relisez les statuts de la CFDT. Je les ai relus la semaine dernière. La CFDT écrit dans ses statuts qu'elle est un syndicat de transformation sociale. Donc pour moi, ça devient une expression peut-être un peu trop creuse, un peu trop problématique, notamment pour les raisons que je viens de donner, qui nécessiterait sans doute de se requalifier. Mais bref, ce syndicalisme de transformation sociale, il a une autre proposition que celle de partenariat social, qui est celle de la mobilisation. Sauf que, à mon sens, à force d'intégration, à force de dépolitisation, à force de neutralisation, cette proposition-là, elle s'est trouvée dérivant vers ce que j'appelle une ritualisation de la mobilisation. C'est-à-dire, vous connaissez l'illustration la plus emblématique de cela, les journées d'action à intervalles plus ou moins réguliers et qui manifestement ont de plus en plus de difficultés à rassembler. Mais pourquoi? Parce que c'est devenu un rituel. Et un rituel, qu'on le veuille ou non, ça devient inoffensif. Qui a peur d'un rituel? Personne. Un pouvoir n'a pas peur d'un rituel. Un rituel, il l'identifie clairement. Il sait ce que c'est. Et il peut même vous dire à l'avance ce qui va se passer. Donc il n'y a aucun problème. Donc le versant mobilisation dans sa traduction ritualisée, ça ne donne pas beaucoup plus, un peu plus quand même, mais pas beaucoup plus de résultats que le syndicalisme de partenariat social. Donc si on veut un syndicalisme de mobilisation, me semble-t-il, c'est quelque chose qui nécessite de repenser là aussi ce que fut le modèle CGT, qui pratiquait la mobilisation sous une forme transgressive, sous une forme de désobéissance, et non pas dans le respect des normes. Parce que tous ces dispositifs de dialogue social que j'ai décrits
s'il fallait les résumer, consiste à remplacer les rapports de droit par les rapports de force. Et si le champ syndical accepte cette logique-là, il s'enferme, il s'auto-emprisonne. Et que je sache, il n'a jamais rien obtenu de substantiel sans la transgression. Je parlais de 36, je parlais de 68. Qu'est-ce qui s'est passé? Lieu de travail occupé, par exemple. Ça, c'est transgressif. Vous ne respectez pas le droit de propriété. Mais peu importe. On est dans un syndicalisme en France qui, dans son histoire, jusqu'à une période très récente, n'a pas hésité et au contraire a usé de la transgression, considérant qu'en effet, la loi et la norme, c'est fait précisément pour enfermer les individus et les organisations dans des règles qui sont celles définies prioritairement par la bourgeoisie, par l'ordre dominant. Donc si on accepte cette logique, on est neutralisé. Il faut sortir de cette logique. Et pour sortir de cette logique, il faut se repolitiser, il faut repenser les pratiques transgressives, il faut les assumer. Il y a aussi bien évidemment d'autres enjeux, mais en tous les cas, il me semble que la reconstruction d'un syndicalisme efficace, qui par ailleurs réponde aussi à, me semble-t-il, une demande sociale. Il y a toute une partie de la société qui est en demande de cette transgression. Et lorsqu'elle considère que les syndicats agissent dans le cadre des rapports de droit, agissent dans les rituels, agissent encore davantage en tant que partenaires, eh bien, il n'en veut plus, et ça devient quoi? Ça devient les gilets jaunes. Sauf que moi, je préfère que ce soit les organisations syndicales, avec des gilets rouges, qui s'emparent de la rue et qui s'emparent, pourquoi pas un jour, du pouvoir.